Bonsoir, bienvenue dans votre bulletin géopolitique pour la semaine du 26 février au 4 mars 2025. Nous commençons avec le Moyen-Orient où l'Iran a mis en garde la Turquie contre ces déclarations qui ont été considérées comme déplacées par Téhéran au sujet de la politique régionale de l'Iran. Et soulignant que celle-ci, donc ces déclarations turques, pourraient provoquer des tensions entre les deux pays. En effet, lors d'une interview diffusée fin février sur la chaîne qatari Al Jazeera, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, avait été interrogé sur la politique régionale de l'Iran et son soutien à divers groupes armés hostiles à Israël. Si cette politique persiste, je ne crois pas qu'elle soit appropriée, avait-il affirmé, donc Fidan, en reprochant à l'Iran notamment de chercher à semer le désordre dans la région. En réponse, Mahmoud Haïdari, responsable du ministère iranien des Affaires étrangères, a donc déclaré lundi soir dans un communiqué que, je cite, « les intérêts partagés des deux nations et la délicatesse des enjeux régionaux imposent d'éviter des propos malvenus et les interprétations fallacieuses ». Lors d'une rencontre lundi avec l'ambassadeur turc en Iran, Ikabi Kirlancik, ce responsable a averti que de telles prises de position, je cite, « pourraient générer des désaccords et des frictions dans les relations bilatérales ». Alors, ça c'était intéressant parce que ça fait longtemps que il n'y avait pas eu de réaction et d'évocation de tensions directes entre la Turquie et l'Iran. Elles étaient plus diffuses, on sentait que ça apparaîtrait étant donné les nouvelles ambitions régionales de la Turquie, en particulier en direction de l'Irak et bien sûr de la Syrie. Mais assez clairement, là, la confrontation au plan verbal semble monter en gamme. Peut-être aussi que c'est surtout l'Iran qui répond à des affirmations de la Turquie parce que l'Iran lui-même se sent un peu insécure avec la récente évolution stratégique locale qui est extrêmement favorable à la Turquie et très défavorable à l'Iran, en particulier avec la perte de la Syrie, mais aussi l'évolution de la question kurde. En effet, j'en ai parlé ces dernières semaines, Erdogan est reparti dans une offensive anti-kurde et cela a fini par provoquer un revirement spectaculaire de cet ancien conflit puisque Abdullah Öcalan, figure emblématique et emprisonné du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, a exhorté son mouvement à abandonner les armes et à se dissoudre. Ce message inattendu a été transmis le 28 février par une lettre lue lors d'une conférence de presse par Ahmet Türk, haut responsable du parti de la démocratie et de l'égalité des peuples, donc parti pro-kurde. Öcalan, qui est détenu depuis 1999 dans la prison insulaire d'Imrali, s'est exprimé sans détour. Il a dit, je cite, « Organisez votre congrès et prenez une décision. Tous les groupes doivent renoncer aux armes et le PKK doit se dissoudre. » En assumant pleinement la portée historique de cet appel, il a rompu radicalement avec des décennies de combats armés contre l'État turc. Cette déclaration constitue un jalon décisif dans le conflit qui oppose le PKK à la Turquie, qui est une guerre qui dure depuis les années 1980. Le PKK était notamment un proxy soviétique. Et a coûté des dizaines de milliers de vies et entraîné le déplacement de millions de personnes. En Turquie, cet appel pourrait ouvrir la voie à un nouveau processus de paix entre le gouvernement et la minorité kurde, qui représente tout de même environ 20% de la population, proportion croissante puisque les Kurdes ont un taux de fécondité très supérieur au reste de la population. Le président Erdogan pourrait saisir cette opportunité pour rallier le soutien du parti pro-kurde afin notamment de réviser la constitution et de supprimer la limite des mandats présidentiels, puisque normalement ce doit être son dernier mandat, le mandat qui est en cours, et cette nouvelle stratégie pourrait lui permettre de surmonter cet obstacle. L'onde de choc de l'appel résonne également en Syrie, où le PKK et ses alliés, notamment les unités de protection du peuple kurde, les fameuses YPG, exercent un contrôle stratégique sur de vastes territoires du nord, dans le Rojava, avec le soutien des États-Unis notamment, depuis leur lutte contre l'État islamique. Cette initiative pourrait inciter les factions kurdes à engager des pourparlers avec le gouvernement syrien ou d'autres acteurs régionaux dans l'espoir d'obtenir un accord politique qui garantirait les droits des Kurdes et renforcerait la stabilité régionale. Cependant, certains des partisans les plus intransigeants du PKK pourraient rejeter l'idée d'un désarmement, ne pas obéir à Öcalan et estimer que la lutte armée demeure le seul moyen de défendre les droits des Kurdes. Donc, situation à suivre. Erdogan toujours tire parti de la crise autour de l'Ukraine pour tenter de renforcer également sa présence en Europe. Il s'est déclaré prêt à envoyer des troupes turques en Ukraine dans le cadre d'une mission de maintien de la paix et relance le dossier de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Il a dit, je cite récemment, « En tant que
composante essentielle de l'Europe, la Turquie voit son intégration à l'Union européenne comme un objectif stratégique majeur. Il est de plus en plus évident que l'Europe ne peut exister comme acteur mondial sans que la Turquie n'occupe une place qui lui revient de droit. On va en Israël où Benjamin Netanyahu, le Premier ministre, a une nouvelle fois adressé une mise en garde au Hamas alors que l'accord de trêve à Gaza, qui est en place depuis le 19 janvier, chancelle face à des divergences majeures entre les deux parties. Netanyahu a déclaré « J'avertis le Hamas, si vous ne libérez pas nos otages, vous subirez des conséquences inimaginables ». Il a été hué par des proches d'otages qui sont toujours aux mains du Hamas. À la dernière minute, Israël a accepté une proposition de cessez-le-feu américaine que le Hamas a rejetée en lui préférant la deuxième phase de l'accord de la trêve précédemment négocié. Israël maintient qu'il n'a pas l'intention de retirer ses troupes de la frontière entre Gaza et l'Égypte, bien que leur retrait complet de l'enclave soit prévu dans cette deuxième phase de l'accord avec le Hamas. Et de notre côté, ce mardi, les dirigeants arabes se sont réunis au Caire pour examiner une alternative au plan de Donald Trump sur Gaza, qui consiste à en prendre le contrôle côté américain et, semble-t-il, à y bâtir des tours, selon une vidéo par IA qu'il a partagée cette semaine. Et l'expulsion de la population, bien sûr. Et alors que les négociations de trêve entre Israël et le Hamas sont par ailleurs dans l'impasse. Parmi les options à l'étude à ce sommet des dirigeants arabes figure une proposition égyptienne qui a été détaillée par un document consulté par Reuters qui viserait à écarter le Hamas au profit d'autorités temporaires supervisées par des États arabes et occidentaux. Lundi, le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a indiqué que le mouvement acceptait la création d'un comité local de gestion pour Gaza sans y jouer un rôle direct, donc une administration civile distincte du Hamas. Cette annonce a fait écho donc à cette initiative égyptienne qui voudrait mettre en place une espèce de gouvernement technocratique à Gaza. Dans ce contexte, Sami Abu Zouri, qui est haut dirigeant du Hamas, a martelé cependant que les armes des groupes armés constituent une ligne rouge non négociable, c'est-à-dire qu'il n'accepterait jamais que la reconstruction de Gaza ou l'acheminement de l'aide soit conditionné à un désarmement du Hamas. C'est un plan intéressant, ce plan égyptien, s'il pouvait prendre contrôle de la bande de Gaza au détriment du Hamas. Le coup de pression finalement de Trump en obligeant les Égyptiens à trouver une solution alternative aurait un intérêt dans ce sens-là, mais je ne suis pas sûr que les Israéliens accepteraient ce type de combinaison parce que l'existence et le confinement du Hamas à Gaza, finalement, faisait partie un peu intégrante de la stratégie de Netanyahou qui lui a un peu pété au nez le 7 octobre 2023, et il n'est pas certain que ce soit une solution acceptable pour Israël. De l'autre côté, sur l'autre front libanais, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a affirmé jeudi 27 février que les États-Unis avaient donné leur aval à Israël pour maintenir leur présence dans la zone tampon au Liban, sans restriction de durée selon l'évolution de la situation. Cette déclaration survient alors que les forces israéliennes restent déployées sur 5 collines stratégiques malgré le retrait total de l'armée du Liban Sud, finalisé le 18 février. Alors d'après la carte, malgré tout, donc cette zone tampon reste assez mince. C'est la carte de LiveView Map que je vous ai mis. Je suppose que les 5 collines, c'est en dessous de Bin Jubail, là, le petit coin qu'on voit en bas à droite. Mais je suis pas sûr, c'est la seule carte que j'ai trouvée. On repart en Iran où le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a exclu mardi toute possibilité de négociation directe avec les États-Unis, invoquant la politique de pression maximale exercée par le président américain Donald Trump sur la question du programme nucléaire iranien. Et on a appris aussi dans la journée qu'il semblerait qu'il y ait des contacts américains, enfin que les contacts entre les Américains et les Russes pourraient concerner notamment une sorte de médiation de la Russie pour aider les Américains à régler cette question du problème nucléaire iranien. On va en Afrique, en Libye, où le maréchal Khalifa Haftar, le dirigeant de l'Est de la Libye, s'est rendu à l'Elysée ce mercredi 26 février. La présidence française est restée silencieuse sur cette rencontre et le commandement général de l'armée nationale libyenne, quant à elle, a confirmé l'information en précisant qu'il s'agissait d'une visite officielle.
C'est vrai qu'on n'a pas entendu parler, donc ça a été discret. On descend en direction du front congolo-rwandais, où le président rwandais Paul Kagame a accueilli dimanche à Kigali le chef des forces armées ougandaises, Muhoozi Kainerugaba, dans un contexte tendu marqué par l'offensive fulgurante du groupe armé M23 et des troupes rwandaises dans l'est de la République démocratique du Congo, qui fait redouter une crise régionale d'ampleur. Je rappelle que Muhoozi Kainerugaba, qui est également le fils du président ougandais Yoweri Museveni, avait annoncé la veille sur les réseaux sociaux son intention de conclure à Kigali un pacte de défense entre l'Ouganda et le Rwanda, sachant que les troupes ougandaises, je vous en avais parlé dans un des précédents bulletins, ont pénétré il y a quelques semaines dans l'est de la RDC et que la semaine dernière, on savait qu'il y avait cette progression des troupes ougandaises. On se demandait qu'est-ce qui se passerait si elles faisaient leur jonction avec le M23 soutenu par le Rwanda, et comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, il était vraisemblable que ça n'entraîne pas des combats, puisque l'Ouganda, et en particulier Kainerugaba, le chef de l'état-major ougandais, est plutôt pro-Rwanda, et considère que le groupe armé M23 sont des frères dans la lutte contre la domination congolaise, en fait. Et donc précisément après leur installation à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri dans l'est de la République démocratique du Congo, les militaires ougandais ont étendu leur présence samedi à Mahagi, une localité située à plus de 150 km au nord de Bunia, donc ça fait quand même une belle avance, proche de la frontière également avec l'Ouganda. Les forces de défense du peuple ougandais élargissent donc leur périmètre d'action. Kainerugaba a indiqué « La frontière entre la RDC et l'Ouganda relève de notre sphère d'influence, rien ne s'y déroulera sans notre accord ». Cette escalade dans l'est de la République démocratique du Congo ravive naturellement les craintes d'un scénario qui serait semblable à celui de 1998, lorsque l'Ouganda et le Rwanda avaient soutenu des rébellions dans la région, ce qui avait précipité la deuxième guerre du Congo, qui avait impliqué de nombreux pays africains et s'était soldée par des millions de morts, victimes des combats, de maladies, mais aussi de famine. Afrique du Sud, il se tenait le G20 où il ne s'est pas passé grand-chose faute de présence américaine, puisque le secrétaire d'État américain Marco Rubio était absent pour raison de calendrier avec Donald Trump, et donc vraisemblablement aussi à cause de la question ukrainienne qui a donné lieu au développement que vous savez. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent lui-même ne s'est pas non plus rendu au G20. Donc il ne s'est pas passé grand-chose, ce qui rappelle d'une certaine manière que ces grandes assemblées mondiales, sans le roi, ne progressent pas beaucoup. Le président américain Donald Trump a promulgué lundi un décret relevant les droits de douane sur les importations chinoises aux États-Unis, les faisant passer de 10% à 20%. Il reproche à Pékin son inaction face à l'afflux de fentanyl vers le territoire américain. Annoncé dès le 1er février dernier comme une mesure visant à indiquer la crise des opioïdes qui sévit dans le pays, cette hausse tarifaire est donc désormais effective, et la Maison-Blanche pointe du doigt l'incapacité de la Chine à enrayer le torrent de fentanyl qui inonde la nation, selon un message publié sur X. Parallèlement, Trump a confirmé que les droits de douane sur l'ensemble des produits en provenance du Canada et du Mexique entreront en vigueur dès mardi, déclarant que ces pays n'avaient plus de marge de manœuvre pour y échapper. En réaction aux annonces de Donald Trump, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a dénoncé ces tarifs comme une menace existentielle pour le Canada, où des milliers d'emplois seraient en danger. Elle a ajouté « Si les États-Unis déclenchent leur guerre commerciale, nous sommes prêts à répondre ». Quelques heures plus tard, le Premier ministre, Justin Trudeau, a officialisé la contre-attaque d'Ottawa, annonçant des droits de douane sur les produits américains dès mardi en représailles aux mesures américaines qu'il a jugées injustifiées. Si les tarifs américains sont appliqués, le Canada ripostera dès minuit avec des droits de douane de 25% sur 155 milliards de dollars de marchandises américaines, a précisé Trudeau dans son communiqué. Et Donald Trump, depuis, sur son réseau Truth Social, a indiqué qu'il priait que le gouverneur du Canada, vous savez que c'est son expression pour se moquer de Trudeau et pour évoquer le fait que le Canada deviendra le 51e État américain, est-ce que quelqu'un peut dire au gouverneur Trudeau que s'il met des tarifs, donc des droits de douane en réponse à nos droits de douane augmenteront d'autant que ces tarifs pour maintenir l'écart. Donc en fait, Donald Trump, clairement, est parti vers une escalade de ce côté-là. Et de son côté, la présidence mexicaine Claudia Sheinbaum a affirmé que le Mexique disposait de plans A, B, C et D pour faire face à ces nouvelles taxes américaines.
Après, à partir des États-Unis, toujours, ce soir doit se tenir le discours sur l'état de l'Union de Donald Trump. Il n'en a pas encore été question au moment où j'enregistre ce bulletin, donc je suis désolé qu'il n'y soit pas. Il y aura probablement une émission live spéciale sur ma chaîne si jamais il disait des choses à nouveau importantes. On va en Europe où Ursula von der Leyen a présenté mardi 4 mars un ambitieux plan de 800 milliards d'euros visant à consolider la défense européenne. Intitulé Réarmer l'Europe, ce programme prévoit de mobiliser près de 800 milliards d'euros pour des investissements dans l'armement afin de bâtir une Europe sécurisée et robuste, incluant 150 milliards sous forme de prêts. La présidence de la Commission européenne a réaffirmé son intention de pousser les États membres à accroître leur budget de défense sans se préoccuper des contraintes budgétaires, imposant un déficit public plafonné à 3% du PIB. Elle a souligné, je cite, « Cela offrira aux États membres la possibilité d'augmenter fortement leurs dépenses militaires sans risquer d'enclencher la procédure pour déficit excessif. » Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Le problème, c'est que si c'est pas juste une question d'argent, le réarmement, c'est aussi une question de volonté politique. L'Allemagne d'Olaf Scholz, au lendemain de l'invasion de l'Ukraine, en février 2022, avait mis sur la table 100 milliards d'euros, qui n'ont pas encore été intégralement dépensés, qui doivent l'être d'ici 2028, et on n'a pas vu des progrès faramineux dans la combativité ou la préparation au combat de l'armée allemande. Donc 800 milliards d'euros, c'est bien joli, encore faut-il savoir ce que l'on en fait. Et on arrive au sujet naturellement qui a motivé cette évolution, qui est la question sur l'Ukraine. Alors sur le contexte donc et la conférence qui s'est tenue et l'incident lors de la conférence, je renvoie à mon dernier live où j'ai traité ça de manière extensive. Je vais simplement rapporter quelques éléments récents. Il y a d'abord eu ce week-end la réunion de Londres, au cours de laquelle les Européens ont tenté de trouver des solutions et de proposer des choses. La principale proposition qui en est sortie, c'est l'idée de coalition des volontaires autour de la France et du Royaume-Uni éventuellement, pour préparer le déploiement d'une force de maintien de la paix de quelques dizaines de milliers de soldats éventuellement en Ukraine. Mais bon, ça reste très flou et puis tout le monde n'a pas l'air d'accord, ni de se précipiter d'ailleurs. Je crois qu'il y a l'Espagne et le Pays-Bas qui ont mentionné qu'ils pourraient participer. Le Portugal, ils ont dit qu'ils hésitaient. Semble-t-il que l'Italie de Giorgia Meloni n'est pas d'accord. Enfin, voilà. Donc, lors de sa visite à Downing Street ce dimanche, Giorgia Meloni, de son côté, a insisté sur l'importance cruciale d'éviter une division au sein de l'Occident, à l'occasion précisément de la rencontre de Londres. Selon des images diffusées par la presse au bout de leur échange, au début de leur échange, elle a souligné que l'Italie et le Royaume-Uni ont un rôle clé à jouer pour établir des passerelles entre les parties, c'est-à-dire entre l'Europe et les États-Unis. Ce jour, l'administration de Trump a intensifié la pression sur Volodymyr Zelensky en suspendant l'aide militaire à Kiev pour une réévaluation. Washington exige des assurances sur l'engagement ukrainien en faveur de la paix. D'après Bloomberg, les équipements en attente de livraison, y compris ceux déjà en transit, ont été bloqués. Le vice-président américain J.D. Vance s'est dit persuadé que Zelensky finira par accepter des pourparlers de paix et a assuré que la Maison-Blanche lui ouvrirait les portes s'il était prêt à discuter sérieusement. Selon Vance, favoriser les investissements américains en Ukraine serait le meilleur rempart contre une nouvelle offensive russe. En cela, il confirme l'idée qu'il y a derrière la tête de Trump, que Trump lui-même a confirmé en relayant sur Truth Social des analyses de gens qui disent exactement ça, et on sait également que Bessent a dit la même chose dans les médias, ainsi que Marco Rubio, donc très clairement c'est ça le but. Et le fait est que ce soir donc, et on en est là, Volodymyr Zelensky a fait un message qui ressemble quand même à un message d'excuse sur X, et en expliquant qu'il avait envie de s'engager en faveur de la paix. Donc est-ce que à nouveau l'accord est sur le point d'être signé? Ça dépendra aussi, je pense, des déclarations que fera Donald Trump dans quelques heures à l'occasion de son discours sur l'état de l'Union. Londres, par ailleurs, considère la suspension la suspension de cette aide militaire comme une prérogative du président des États-Unis, et le premier ministre Donald Tusk, polonais, a indiqué que cette décision compliquait la situation pour l'Europe, l'Ukraine et aussi la Pologne.
Le Premier ministre ukrainien, Denis Shmyhal, lui, a réaffirmé que l'Ukraine restait pleinement déterminée à maintenir sa collaboration avec les États-Unis, mais à nouveau exclu, mais c'était avant le message de Zelensky, toute concession territoriale. Zelensky a soigneusement évité le sujet dans son tweet, ce qui est assez habile, et proposé que soit proposé à la Russie une trêve dans les airs et sur mer. Il parle pas de trêve sur le sol, mais notamment pour se protéger. En fait, ça soulagerait la défense aérienne ukrainienne si jamais les Russes arrêtaient d'envoyer des missiles. Il est peu probable que Poutine accepte une telle trêve, mais ça rejoint également le souhait qui avait été émis par les Européens. Toujours dans le même registre, dans un document transmis à la Commission européenne, la Pologne, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie suggèrent l'établissement d'une ligne de défense le long des frontières avec la Biélorussie et la Russie, tout en estimant le coût de divers projets d'envergure européenne. Alors je vous avais déjà parlé il y a quelques mois du début de ligne Maginot que construisait la Pologne avec à la frontière biélorusse. Cette ligne devait aussi être étendue en coopération avec la Lituanie, et maintenant ce serait carrément aussi l'Estonie et la Lettonie qui seraient dans le projet. Ce texte cherche à peser sur l'élaboration du livre blanc sur l'avenir de la défense de l'Union, qui définira les priorités d'investissement en matière de défense pour les années à venir, notamment probablement les 800 milliards de von der Leyen. Parmi ces initiatives envisagées, donc, figure un bouclier frontalier nord-est, la mise en place de réserves de munitions et un système de défense antiaérienne. Ce bouclier intégrerait des défenses orientales polonaises. La ligne baltique pourrait s'étendre à la frontière finlandaise avec la Russie, longue de 1340 km, selon des estimations de ces 4 pays. Le coût de ce projet oscillerait entre 8 et 10 milliards d'euros, ce qui finalement paraît pas tellement si cher pour une aussi longue frontière. Roumanie, jeudi dernier, alors qu'il se rendait en voiture pour officialiser sa candidature à l'élection présidentielle de mai, Călin Georgescu a été interpellé par la police roumaine. Il a ensuite été mis en examen pour plusieurs chefs d'accusation, notamment fausses déclarations relatives au financement de sa campagne et incitation à des actes anticonstitutionnels. Relâché le lendemain, il s'est vu imposer une interdiction de s'exprimer dans les médias ou les réseaux sociaux. En réaction, des milliers de Roumains ont manifesté leur soutien à Bucarest le samedi 1er mars. Il a aussi été question de la saisie chez un de ses gardes du corps de 10 millions de dollars en billets et de billets pour Moscou, mais apparemment, d'après les dernières infos que j'ai lues, ça lui est pas reproché à lui personnellement. À moins que ce soit dans le cadre de l'enquête sur les fausses déclarations sur les financements de la campagne, mais ça paraît, enfin je sais pas, c'est peut-être la formulation roumaine, mais ça paraît assez léger par rapport à la quantité d'argent. Le nouveau chancelier autrichien, Christian Stocker, a prêté serment lundi 3 mars en fin de matinée, et Bruxelles peut donc s'appuyer sur un gouvernement pro-européen qui est dirigé par ce conservateur, qui est arrivé deuxième aux élections, mais qui arrive à prendre la tête de la coalition après que le FPO de Herbert Kickl, qui était arrivé en tête aux législatives, n'ait pas réussi à former un gouvernement. Donc la coalition qui gouvernera sera composée des conservateurs, des sociodémocrates et des libéraux. Donc coalition tripartite qui ressemble probablement à celle que Merz est en train d'essayer de mettre en place en Allemagne. Ce mardi 4 mars, des députés de l'opposition serbe ont déclenché des fusées éclairantes et utilisé des gaz lacrymogènes lors de l'ouverture de la session législative de printemps à Belgrade. Donc on a vu ces images où les types balancent des fumigènes en plein... chez nous, ça serait à l'Assemblée nationale. En signe de solidarité avec les manifestants anticorruption dont je vous parle depuis des mois. La présidente du Parlement, Anna Bernabik, a vivement condamné ces agissements. Elle a indiqué « Votre révolution a échoué, ce pays survivra, ce pays travaillera et ce pays continuera de gagner ». Le président russe Vladimir Poutine a paraphé vendredi un accord renforçant les garanties de sécurité avec la Biélorussie. Texte officiellement enregistré dans le système d'information législative russe, cet accord instaure une assistance réciproque entre les deux nations au sein de l'État de l'Union, dans le respect du droit international, c'est la formule qu'ils emploient. L'idée, c'est qu'en cas d'agression, la Russie et la Biélorussie s'engagent à mobiliser toutes leurs ressources, militaires, politiques ou autres, pour assurer leur défense mutuelle. Il autorise également le recours aux armes nucléaires russes pour protéger la Biélorussie. Est-ce que c'est la préparation légale de quelque chose au niveau de la Biélorussie ? On peut se poser la question. La Biélorussie était déjà dans l'OTSC, qui ont un système qui est un petit peu l'OTAN russe, mais vraisemblablement que si c'est comme l'article 5, il doit y avoir une souplesse dans l'article 5 de l'OTAN, il doit y avoir une souplesse dans le choix de ce que peut faire l'allié, en fait. Et là, vraisemblablement que cet accord est plus
met en place des mesures plus automatiques. On va en Asie, où on se souviendra que pendant sa campagne pour la Maison-Blanche, Donald Trump s'était montré vague sur la question d'un éventuel soutien américain à Taïwan. En juillet dernier, interrogé sur le sujet, où on lui avait dit « Défendriez-vous Taïwan face à la Chine ?» Il avait répondu, je cite, « Je pense que Taïwan devrait nous rémunérer pour sa défense, nous fonctionnons comme une sorte de compagnie d'assurance. » Ce lundi 3 mars, le président américain a toutefois marqué un tournant en annonçant un investissement majeur du géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC aux États-Unis. Lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche, il a déclaré que ce serait clairement une catastrophe que si Taïwan est attaqué, avant d'ajouter que l'investissement, je cite, nous place dans une position où, dans ce secteur extrêmement stratégique, une part très importante sera désormais localisée aux États-Unis. Donc, on a quand même le sentiment que il y a eu un deal, donc passé avec Taïwan, où il a mis la pression sur Taïwan pour que Taïwan déploie des usines aux États-Unis même, pour que ça soit pour sécuriser ses composants stratégiques aux États-Unis. Mais du coup, il change de positionnement sur Taïwan et il revient sur quelque chose de plus classique en affirmation de présence américaine et d'intérêt américain pour Taïwan. Ce qui envoie peut-être aussi un signal indirect en direction de l'Ukraine pour dire, voyez, une fois qu'on a trouvé un deal, effectivement, on change de position et on est plus apte, ou on a plus de volonté de vous protéger parce que on est intégré économiquement. Ça interroge aussi sur le fait que pour fabriquer ces composants, les fameuses terres rares sont aussi utiles. Donc qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit de Donald Trump? Parce que ça veut dire qu'il y a une espèce de mise en place d'un système, d'un écosystème de deal comme ça pour assurer les approvisionnements stratégiques des États-Unis. Je suppose qu'il doit y avoir une idée comme ça derrière, mais on en saura probablement beaucoup plus après ses déclarations sur l'état de l'Union, puisqu'il a dit, semble-t-il, qu'il ferait des annonces fortes. Alors toujours avec sa verve emphatique, mais bon, s'il annonce rien du tout, ça serait quand même curieux. Donc vraisemblablement qu'au moins sur l'Ukraine et sur les revirements de Zelensky, il dira des choses. En tout cas, voilà pour cette actualité chargée, malgré tout, dont j'ai essayé de garder les points les plus saillants, encore une fois. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux formats et en tout état de cause, ne vous laissez pas faire.